Au milieu du Sahara algérien, il existe un lac qui ne devrait presque pas être là. Autour de lui, des dunes, très peu de pluie, des températures extrêmes et une évaporation capable de faire disparaître d'immenses quantités d'eau chaque année. Pourtant, Sebket El Mellah, près d'El Menia, continue de retenir de l'eau. Et le plus étrange, c'est qu'aucune grande rivière ne vient l'alimenter. Une partie de ce qui le maintient en vie arrive de façon presque invisible, par le sous-sol. Mais plus on étudie ce lac, plus le paradoxe devient étrange. L'eau qui disparaît sous le soleil laisse derrière elle de plus en plus de sel. Certaines zones deviennent presque inhabitables, des minéraux commencent à cristalliser. Et malgré tout, la vie continue. Alors comment un lac peut-il persister dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète? La réponse se trouve dans une immense réserve d'eau cachée sous le désert, et dans une étrange bataille entre l'eau, le sel et le soleil. Pour comprendre Sebket El Mellah, il faut commencer par ce qui manque presque totalement ici, la pluie. El Menia se trouve dans une région extrêmement aride. Les précipitations sont faibles, irrégulières, et certaines années peuvent passer avec très peu d'eau tombée du ciel. À première vue, cela crée un problème évident. Un lac perd constamment de l'eau. Une partie peut s'infiltrer, mais surtout, dans un climat aussi chaud et sec, une quantité énorme repart directement dans l'atmosphère. Le soleil chauffe la surface, l'air sec emporte la vapeur, et jour après jour, le niveau devrait diminuer. Si Sebket El Mellah dépendait uniquement de la pluie, son existence serait difficile à expliquer. Il n'y aurait tout simplement pas assez d'eau qui tombe du ciel pour remplacer tout ce qui disparaît. Il faut donc chercher ailleurs. Et cette fois, il faut regarder vers le bas. Sous El Menia se trouvent plusieurs niveaux d'eau souterraine. Une nappe phréatique relativement proche de la surface, mais aussi des aquifères beaucoup plus vastes et beaucoup plus profonds. L'eau utilisée dans l'oasis pour l'irrigation ne disparaît pas forcément après avoir traversé les cultures. Une partie pénètre dans le sol, une partie rejoint le drainage, une partie finit par alimenter la nappe superficielle. Et cette eau peut ensuite se diriger naturellement vers les zones les plus basses. Sebket El Mellah fait partie de ces zones. Le secret du lac ne vient donc pas principalement du ciel, il vient du sous-sol. Le désert paraît presque totalement sec lorsque l'on regarde sa surface, mais sous El Menia circule une quantité d'eau que l'œil ne peut pas voir. Et cette eau souterraine cache une histoire encore plus ancienne. Sous cette région du Sahara se trouvent d'immenses réserves accumulées sur des périodes extrêmement longues. Et cela pose une question. Comment autant d'eau a-t-elle pu pénétrer sous un désert où il pleut aujourd'hui si peu? La réponse est simple. Le Sahara n'a pas toujours ressemblé au Sahara actuel. Le climat de l'Afrique du Nord a énormément varié au cours du temps. À certaines périodes, les précipitations étaient beaucoup plus importantes. Les paysages étaient plus verts, les rivières et les zones humides étaient plus nombreuses. Et une partie de cette eau pouvait pénétrer profondément dans les couches géologiques. Elle s'infiltrait lentement, puis elle était stockée dans des formations poreuses, du sable compacté, du grès, des couches capables d'emmagasiner d'immenses volumes d'eau. Puis le climat a changé. Le Sahara s'est progressivement asséché, mais toute l'eau enfermée dans le sous-sol n'a pas disparu avec lui. Certaines réserves sont restées là pendant des milliers d'années. Dans les aquifères profonds de la région, certaines eaux portent encore la signature de périodes beaucoup plus humides. Une partie pourrait remonter à plusieurs dizaines de milliers d'années. Cela change complètement la manière de regarder Sebket El Mellah. On pourrait croire que ce lac est uniquement alimenté par ce qui se passe aujourd'hui, mais derrière lui se trouve aussi une immense mémoire climatique. Une partie de l'eau qui participe au système actuel pourrait avoir pénétré sous terre à une époque où le Sahara ressemblait très peu au paysage que nous voyons aujourd'hui. Autrement dit, sous le désert moderne se cache encore l'eau d'un ancien Sahara. Et cette eau ne remonte pas simplement au hasard. Le lac occupe une position particulière dans le paysage. Il agit en partie comme le point final d'un réseau invisible, une sorte d'immense plomberie naturelle. Dans une ville, lorsqu'on ouvre un robinet, on peut suivre les conduites, on sait d'où vient l'eau, on voit les canalisations sur les plans. Dans un système hydrogéologique, tout est beaucoup plus discret. L'eau peut traverser des couches de sol, se déplacer lentement dans des roches poreuses, remonter dans une nappe superficielle, puis suivre la pente naturelle du terrain. À El Menia, le système est encore plus complexe parce que l'homme intervient lui aussi. L'eau souterraine est extraite. Elle sert notamment à l'irrigation. Elle traverse les sols de l'oasis. Une partie est absorbée par les plantes, une autre partie s'évapore. Mais une fraction retourne vers le sous-sol ou rejoint les réseaux de drainage. Elle ne disparaît donc pas immédiatement du système. Et comme l'eau suit naturellement les points bas, une partie finit par converger vers la Sebka. C'est ce qui rend le paysage trompeur. On pourrait se tenir au bord du lac sans voir aucune rivière, aucun torrent, aucune arrivée d'eau spectaculaire. Et pourtant, de l'eau peut arriver continuellement, simplement beaucoup plus lentement, et surtout sous nos pieds. Sebket El Mellah fonctionne donc en partie comme un exutoire, le point où plusieurs circulations finissent par se rencontrer. La nappe phréatique, le drainage, les eaux issues de l'exploitation
dégradation des aquifères, tout cela peut contribuer à maintenir de l'eau dans cette dépression. Ce lac n'est donc pas isolé du désert. Il se trouve au bout d'un système beaucoup plus vaste que lui. Mais cela ne résout pas encore le principal problème, le soleil. Parce que le soleil, lui, ne cesse jamais vraiment d'attaquer le lac. À la surface, l'eau est exposée à un air très sec, à des températures élevées, à un rayonnement solaire intense et à des conditions qui favorisent une évaporation extrêmement forte. Dans la région, l'évaporation potentielle annuelle dépasse très largement la quantité d'eau apportée par les précipitations. Le déséquilibre est énorme. Et contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette évaporation n'est pas seulement théorique. L'eau quitte réellement le lac chaque jour, molécule après molécule. Le soleil chauffe la surface, certaines molécules acquièrent suffisamment d'énergie pour quitter l'eau liquide. Elles passent dans l'air, puis elles sont emportées. Le lac perd donc constamment une partie de son volume. Si rien ne remplaçait cette eau, la fin serait inévitable. La surface diminuerait, puis la profondeur, puis il ne resterait qu'une croûte de sel. Mais ce n'est pas ce qui se produit en permanence. Parce que pendant que l'atmosphère enlève de l'eau, le système souterrain en remet. Cela ne signifie pas que le niveau reste toujours identique. Il peut varier. La taille des zones inondées peut changer. La concentration peut évoluer. Mais le principe reste le même. Sebket El Mellar est pris dans une bataille permanente. D'un côté, le désert retire de l'eau, de l'autre, le sous-sol continue d'en fournir. Le lac n'a donc pas vaincu l'évaporation. Il survit parce qu'un nouvel apport vient continuellement compenser au moins une partie de ce qui disparaît. Et plus le soleil retire de l'eau, plus quelque chose d'autre commence à changer, la salinité. Parce que lorsque l'eau s'évapore, elle ne transporte pas avec elle tout ce qui était dissous. Les sels restent. Imaginez un litre d'eau contenant une certaine quantité de sel. Si une partie de cette eau disparaît, la quantité de sel reste presque la même, mais elle se retrouve maintenant dans un volume plus petit. La concentration augmente. Puis l'évaporation continue et la concentration augmente encore. C'est ainsi qu'une eau relativement salée peut progressivement devenir une saumure extrêmement concentrée. Mais cela ne change pas seulement son goût, cela modifie aussi ses propriétés physiques. Dans de l'eau pure, les molécules d'eau peuvent relativement facilement quitter la surface et passer dans l'atmosphère. Dans une solution très salée, la situation devient différente. Les ions dissous interagissent avec les molécules d'eau, l'activité de l'eau diminue. En simplifiant, cela signifie qu'une plus petite proportion de l'eau se comporte comme de l'eau libre, capable de s'évaporer facilement. La saumure continue bien sûr à perdre de l'eau. Le soleil ne s'arrête pas de fonctionner, mais à conditions égales, une eau extrêmement salée peut s'évaporer moins facilement qu'une eau douce. Cela crée un phénomène presque paradoxal. Le soleil enlève de l'eau. En enlevant de l'eau, il augmente la concentration en sel, et cette concentration finit à son tour par ralentir la facilité avec laquelle l'eau restante peut s'échapper. Ce mécanisme ne suffit pas à expliquer le maintien du lac à lui seul. L'alimentation souterraine reste essentielle, mais le sel participe lui aussi à l'équilibre. Le désert concentre le lac, et en le concentrant, il modifie la manière dont le lac réagit au désert. À première vue, tout cela semble se produire dans une seule masse d'eau, mais là encore, l'apparence est trompeuse. Sebket El Mellar n'est pas chimiquement uniforme. On pourrait regarder l'ensemble depuis le ciel et voir une seule dépression, une seule sebka, une même étendue d'eau et de sel. Mais si l'on prélève l'eau à différents endroits, les résultats peuvent être très différents. Certaines zones sont moins concentrées, d'autres sont beaucoup plus salées, et certaines peuvent atteindre des niveaux proches d'une saumure extrême. Pourquoi? Parce que toutes les parties du lac ne reçoivent pas exactement la même quantité d'eau. Toutes n'ont pas la même profondeur. Toutes ne communiquent pas de manière identique avec la nappe. Et toutes ne sont pas exposées aux mêmes conditions de concentration. Une zone alimentée plus régulièrement peut conserver une salinité relativement modérée. Une autre zone, plus isolée et plus peu profonde, peut perdre énormément d'eau par évaporation. Le sel s'y accumule. La concentration grimpe et en quelques distances, on peut passer d'un environnement relativement favorable à la vie à une eau si salée qu'elle devient hostile pour la plupart des organismes. C'est ce qui rend Sebket El Mellar particulièrement intéressante. Visuellement, il s'agit d'un seul site, mais chimiquement, c'est presque une mosaïque de plusieurs lacs, des eaux différentes, des salinités différentes, des conditions biologiques différentes. Plus on s'approche de certaines zones très concentrées, plus on entre dans un monde qui fonctionne selon d'autres règles. Et à ce niveau de salinité, on pourrait penser que la vie finit par abandonner. Dans certaines parties de la sebka, la concentration peut devenir tellement élevée que de nombreux organismes ordinaires ne pourraient tout simplement pas survivre. Le problème n'est pas seulement le sel lui-même, c'est aussi la manière dont il attire l'eau. Une cellule vivante doit maintenir un équilibre extrêmement précis. Si elle est placée dans une solution beaucoup trop salée, l'eau à l'intérieur peut être attirée vers l'extérieur. La cellule se déshydrate. Ses protéines fonctionnent mal, ses membranes peuvent être perturbées. Pour la plupart des organismes, une saumure très concentrée est donc un environnement hostile.
On pourrait s'attendre à trouver des zones presque mortes, mais ce n'est pas ce que les chercheurs observent. Dans les parties très salées vivent des micro-organismes spécialisés, notamment des archées halophiles. Le mot halophile signifie littéralement qu'elle aime le sel. Mais il ne s'agit pas simplement d'organismes capables de supporter un peu d'eau salée. Certaines sont adaptées à des concentrations qui seraient catastrophiques pour la plupart des autres formes de vie. Leur chimie cellulaire est différente, leurs protéines sont adaptées. Leur équilibre interne leur permet de fonctionner dans un milieu où presque tout organisme classique perdrait son eau. C'est l'un des aspects les plus fascinants de Sebket El-Mella. Plus l'environnement devient extrême, plus la vie doit devenir spécialisée. Dans les zones où presque rien ne devrait pouvoir fonctionner normalement, certaines cellules ont fait de l'extrême leur condition habituelle. Le lac n'est donc pas simplement un réservoir d'eau dans le désert, c'est aussi un laboratoire naturel de la manière dont la vie s'adapte lorsque les règles deviennent presque impossibles. Et le sel ne reste pas toujours dissous. À un certain moment, il y en a trop. Lorsque l'eau continue de s'évaporer, la concentration de certains minéraux augmente jusqu'à atteindre une limite. La solution devient saturée, elle ne peut plus conserver autant de matière dissoute. Les ions commencent alors à s'assembler. Ils forment des cristaux, et ces cristaux se déposent. C'est ce que l'on observe autour de nombreuses sebkases. Des croûtes claires, des surfaces blanches, des dépôts qui peuvent ressembler à une fine couche de neige au milieu du désert. Mais ce n'est évidemment pas de la neige. C'est une partie de ce que l'eau transportait autrefois. L'eau a disparu dans l'atmosphère, les minéraux sont restés. Et à mesure que les cycles d'évaporation se répètent, ces dépôts peuvent s'accumuler. Cela signifie que le paysage autour du lac conserve une trace physique de l'eau perdue. Chaque croûte raconte le même processus. De l'eau arrive, elle transporte des éléments dissous, le soleil enlève une partie du liquide, la concentration augmente, puis les minéraux précipitent. L'eau peut ensuite revenir. Le cycle recommence. Le bord de la sebka devient alors presque une archive. Pas une archive faite de papier, une archive faite de sel. Le liquide a disparu, mais ce qu'il transportait reste inscrit dans le sol. Si vous aimez ce genre de découverte, pensez surtout à laisser un j'aime à la vidéo. Et si elle vous a appris quelque chose, partagez-la autour de vous, parce qu'il reste un dernier paradoxe. Et c'est peut-être le plus important. Depuis le début, tout semble indiquer que le Sahara devrait être l'ennemi de Sebket El-Mella. Le manque de pluie, la chaleur, l'air sec, l'évaporation, tout semble travailler contre l'existence d'un lac. Et pourtant, si l'on enlève le désert de cette histoire, Sebket El-Mella ne serait probablement plus Sebket El-Mella. Sans cette aridité extrême, l'évaporation ne concentrerait pas autant les sels. Sans cette concentration, les saumures ne prendraient pas les mêmes caractéristiques. Les minéraux ne précipiteraient pas de la même manière. Les micro-organismes adaptés aux conditions hypersalines n'occuperaient pas le même environnement. Et sous tout cela, il y a encore l'eau souterraine, l'héritage d'anciens climats, une réserve cachée qui permet à l'eau de continuer à circuler dans un paysage qui paraît presque totalement sec. C'est ce qui rend ce lac si étrange. Il ne vit pas simplement contre le Sahara, il fonctionne avec lui. L'eau souterraine lui permet d'exister. Le soleil retire cette eau, l'évaporation concentre les sels, le sel modifie la physique du lac, puis les minéraux cristallisent, et la vie s'adapte aux conditions laissées derrière. Ce que l'on voit à la surface est donc le résultat d'un équilibre extrêmement particulier. Un équilibre entre plusieurs mondes, le Sahara actuel, les anciennes périodes humides, les aquifères profonds, l'oasis moderne, l'évaporation, la chimie et la vie. Sebket El-Mella n'est donc pas simplement un lac bleu perdu au milieu du sable, c'est le point où plusieurs histoires se rencontrent. Une eau ancienne remonte vers un désert moderne. Le soleil tente de la faire disparaître. Le sel conserve la trace de ce qui s'est évaporé. Et même là où cette eau devient presque inhabitable, la vie trouve encore un moyen de continuer. Au premier regard, Sebket El-Mella ressemble à une anomalie, un lac qui ne devrait pas être là. Mais lorsqu'on comprend ce qui se passe sous sa surface, le paradoxe s'inverse. Ce lac n'existe pas malgré le Sahara. Il existe sous cette forme précisément parce qu'il est au Sahara.